Pourquoi est-ce que c'est l'Homo sapiens qui est devenu l'espèce dominante sur cette planète? Salut, c'est Simon. Et aujourd'hui, mes impressions de lecture de Homo sapiens, une brève histoire de l'humanité de Yuval Noah Harari. Petite note sur l'édition. Au début, je m'étais dit, j'aimerais mieux le lire dans la langue originale. Ça a été d'abord publié en 2011 en hébreu. Je ne parle pas l'hébreu, mais il est intéressant de noter que tant la version française que la version allemande ont été traduites à partir de l'anglais. Yuval Noah Harari est né en 1976 en Israël. Il a étudié l'histoire à l'Université de Jérusalem et il s'est spécialisé en histoire militaire et médiévale. Il a fait son doctorat à Oxford. Il a étudié le rapport entre l'individu et la guerre. Il est professeur à l'Université de Jérusalem depuis 2005 en World History, en histoire mondiale. Ses collègues ne voulaient pas donner un certain cours, c'est lui qui a décidé de le donner et c'est ce qui a donné ce petit ouvrage sur l'histoire de l'humanité. Il a publié quelques textes scientifiques et en 2011, il a eu assez de difficultés à trouver un éditeur. Quand il l'a enfin trouvé, il a eu tout de suite beaucoup de succès. Maintenant, le livre est traduit dans plus de 30 langues. J'ai lu ailleurs même 50 langues et c'est un grand succès mondial. En 2017, il a publié Homo Deus, une histoire de l'avenir, et en 2018, 21 idées pour le 21e siècle. Wikipédia nous apprend que pour ce livre, il a fait une recherche sur l'agriculture industrielle et que depuis ce temps-là, il est devenu vegan. Et nous apprend aussi qu'il est homosexuel ou gay, ce qui lui aiderait à remettre en question les idées reçues. Est-ce que c'est pertinent que je vous dise ça? Est-ce que c'est pertinent pour la lecture du livre? Je ne sais pas. Alors, petite histoire de l'humanité. Tout d'abord, dans nos cours d'histoire, bien souvent, on a appris les différentes races, les grands singes qui ont donné jusqu'à l'humain. Et puis, on voit ça souvent comme tel humain a donné tel autre, l'Homo erectus a donné l'Homo-ci, l'Homo-ça, l'homme de Néandertal, jusqu'à l'Homo sapiens. Harari nous apprend que ces différentes races humaines ont coexister. Donc, ils ne sont pas en succession l'une à l'autre. Il y a eu jusqu'à 6 espèces humaines qui ont vécu simultanément et que c'est l'Homo sapiens qui s'est donc implanté davantage. Il y a peut-être même la possibilité que l'Homo sapiens ait éliminé les Homo neanderthalis, les hommes de Néandertal. Donc, il y a des moments où Harari nous donne différentes hypothèses, il ne nous donne pas seulement qu'une interprétation, parfois il présente différentes hypothèses que les historiens, ou dans ce cas-ci les archéologues, les paléontologues, ont au sujet de l'humanité. L'ouvrage est divisé en 4 grandes sections. La première section porte sur la révolution cognitive. C'est l'époque où l'Homo sapiens a développé le langage, les arts, le symbolique, si on veut, donc aussi les religions, et où il a développé les structures sociales. C'est aussi l'époque où l'Homo sapiens a cessé d'être dans le milieu de la chaîne alimentaire et grâce à la collectivité, grâce au fait que les humains chassent ensemble, a réussi à se hisser au sommet de la pyramide alimentaire. Après les 4 chapitres sur la révolution cognitive, il y a 4 autres chapitres sur la révolution agricole. C'est le moment où le blé a domestiqué l'humain. C'est une image que j'ai trouvée très belle. Ce n'est pas l'humain qui a domestiqué le blé, mais c'est le blé qui aurait domestiqué l'humain. Domestiqué, ça vient de domus en latin, la maison. Un groupe d'humains trouve cette plante-là au grain intéressant, en rapporte jusqu'à leur campement temporaire et remarque par la suite que sur le chemin où ils ont passé, cette plante-là repousse. Et donc, ils peuvent la cultiver. Et donc, certains groupes humains cessent d'être nomades, chasseurs-cueilleurs, pour se sédentariser, se domestiquer et rester là où leur blé va pousser. Cette révolution agricole a permis donc la naissance des villes, des grandes structures sociales, des empires, de l'écriture, donc la comptabilité pour gérer tous ces empires-là. La troisième section s'intitule L'unification des humains, de l'humanité. On arrive au moment des grandes découvertes de la Renaissance, au moment où l'Europe découvre les Amériques et où tout d'un coup, l'humanité se met à vivre dans un système unifié de valeurs. À partir de ce moment-là, l'ouvrage est un peu moins chronologique, mais davantage divisé par thème. Et à chaque thème, il va aborder une certaine période, et puis avec un thème suivant, on va aborder encore la même période. Donc, il aborde l'histoire, l'argent, les empires, les religions et la recette du succès du modèle européen qui s'est implanté partout sur la planète.
La quatrième section, elle, porte sur la révolution scientifique. La révolution scientifique a commencé vers le 16e siècle avec une grande accélération au 19e siècle, notamment. Et aujourd'hui, ça va de soi. Le premier chapitre de cette partie-là porte sur la découverte de l'inconnu. Et il fait réfléchir au fait que la révolution scientifique, c'est notamment le fait qu'on accepte de ne pas savoir. C'est la découverte du fait qu'on ne sait pas tout, qu'il n'y a pas une réponse à tout donnée par la religion ou par un système social, mais qu'il y a des inconnus. Et c'est cet inconnu-là qui attire l'humanité vers la découverte scientifique. Le découpage thématique par la suite reste très intéressant parce que là, souvent, il lie deux choses qui ont déjà été abordées, la science et les empires. Le progrès technique et scientifique est indissociable de la politique. Le fait que les États-Unis aient envoyé des humains sur la Lune est indissociable du modèle politique, indissociable de la guerre froide. Plein de réflexions intéressantes dans ce chapitre. Ensuite, la religion du capitalisme. Harari aborde le capitalisme comme si c'était une religion. Et là, il me fait réfléchir énormément là-dessus. Les roues de l'industrie et puis la réflexion de la révolution permanente. On est maintenant dans un monde qui est sans cesse en révolution. Il y a sans cesse des découvertes qui chamboulent nos perceptions et tout ce que ça implique. Enfin, le 19e chapitre est très intéressant parce qu'il aborde la question du bonheur. À quoi sert de savoir tout ce qu'on sait sur l'histoire de l'humanité si on ne se pose pas la question du bonheur? Est-ce qu'on est plus heureux aujourd'hui avec tout le confort matériel qu'on a que les sociétés de chasseurs-cueilleurs? Et là, il y a des réflexions tout à fait intéressantes avant le tout dernier chapitre qui porte sur la fin de l'humanité. Ce qu'on a ici, c'est de l'histoire, mais d'abord, c'est de la macro-histoire. On n'est pas dans les dates, les événements. On a l'impression de voler et de regarder à vol d'oiseau. Il va nous parler en même temps d'anciennes communautés, d'Adam et Ève, donc du mythe aussi, et de l'ADN. Donc tout ça se glisse, ça bouge, c'est lié ensemble. C'est un ouvrage d'histoire, mais c'est pas un ouvrage académique pour des historiens et des historiennes. Ça s'adresse à tout le monde. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'il y a là-dedans est à prendre au pied de la lettre comme étant vrai. On n'est pas nécessairement dans la question du vrai et du faux. D'ailleurs, ce n'est pas une question qui, moi, m'intéresse. On apprend plein de trucs et il nous propose une série d'enchaînements et d'hypothèses qui nous font réfléchir et on a encore des individus autonomes qui pouvons nous faire notre propre idée. Sans aucun doute, il y a des critiques exprimées par des spécialistes. J'ai lu une allusion à une critique. Cette critique disait qu'il défendait le discours dominant et que, sur certains sujets notamment, il représentait ni plus ni moins les intérêts de la classe dominante. En ce qui me concerne, les premiers chapitres, donc sur les premiers groupes humains plus vieux, je lisais en même temps que je lisais l'ouvrage de David Graeber sur l'anthropologie anarchiste et je trouvais que les deux livres se répondaient bien l'un à l'autre. Mais je n'avais pas cette critique-là en tête, j'ai pas lu l'ouvrage avec ça en tête. Si je le relisais et que je le travaillais, peut-être que je pourrais être d'accord que d'une certaine manière, il défend l'idéologie dominante ou qu'il la représente sous couvert scientifique. Mais c'est juste pour vous dire, il y a quand même des réserves, ce qui ne nous empêche pas d'avoir un plaisir à lire et d'en tirer quelque chose. Quand je l'ai reçu, je me suis mis à le lire tout de suite avec beaucoup d'intérêt. Le fait est que je lis volontiers avant de me coucher et je préfère romans aux essais. Parce que quand je lis des essais, après j'éteins la lumière et je me mets à réfléchir. Et je réfléchis et je réfléchis et je réfléchis et parfois je me mets même à rêver. Dans ce cas-ci, je me rêvais à des migrations d'Homo sapiens et à la chasse aux mammouths. Ce qui fait que ça c'était pas super propice à un bon sommeil, donc j'ai arrêté de le lire avant de me coucher. Ensuite, j'ai eu une période où j'en lisais petit bout par petit bout par petit bout et ça m'irritait parce que je manquais de perspective. Donc ensuite, j'ai véritablement gardé la lecture pour les moments où j'avais quelques heures où je savais que j'allais pouvoir lire plus. C'est ce qui fait que j'ai étiré la lecture de l'ouvrage sur 9-10 mois. Je vous ai demandé d'entrée de jeu pourquoi est-ce que l'Homo sapiens est la bébite qui a colonisé cette planète. Une des réponses que donne Harari ici, c'est lié au récit. Quelque chose qui n'existait pas dans la réalité concrète, mais que les humains ont mis sur pied grâce au langage, à la faculté symbolique, et qui les a réunis. Les dieux, des déesses, des religions, les nations, les peuples, les rois, les lois, c'est une fiction et tous les gens qui croient à cette loi-là parce qu'ils vivent dans le même système sont unis par cette foi-là. L'argent est aussi un récit, c'est un système qui est basé sur la confiance en ce récit, en cette fiction. Et selon Harari, voilà une des clés pour lesquelles, sinon la clé pour laquelle, c'est l'Homo sapiens qui domine sur notre planète.
Alors voilà mes impressions de lecture enthousiaste de Homo sapiens, une brève histoire de l'humanité. Si vous l'avez lu, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et avez-vous lu Une brève histoire de l'avenir, Homo Deus? Merci d'avoir été à l'écoute. Laissez les commentaires en bas et bonne lecture.